Bonjour à toutes, Jean Navo et Audrey Bertrand. On va vous partager comment réussir ces campagnes d'acquisition digitale avec l'expérience de Bayard. En tout cas, merci à toutes d'être venues. N'hésitez pas à interagir. On est en petit comité, donc sentez-vous à l'aise. L'idée, c'est de vous partager des expériences, mais aussi les vôtres. Donc, n'hésitez pas. Qui nous sommes? Moi, je suis Jean Navo. J'ai un parcours de direction marketing dans des grands groupes comme le groupe SEB. Et je suis le cofondateur de Brand Deploy, qui est une plateforme marketing créatif en ligne qui permet aux marques de créer, décliner, internationaliser l'ensemble de leur contenu, photos, vidéos, bannières. Et dans notre plateforme, les graphistes vont créer des contenus qui vont après être mis à disposition de l'ensemble des équipes marketing, qui vont pouvoir après les décliner, les adapter au plus près de l'usage du carrefour d'audience. Et puis Audrey Bertrand de Bayard. Bonjour à toutes. Donc moi je suis directrice marketing, je m'occupe spécifiquement de l'acquisition et du e-commerce chez Bayard Jeunesse. Donc Bayard Jeunesse, c'est les magazines J'aime lire, Pomme d'Api et Poppy que vous connaissez peut-être. Et je m'occupe aussi, donc dans le périmètre, il y a aussi Milan Jeunesse, donc c'est d'autres magazines. Et puis on a une application qui s'appelle Bayam. Et donc en fait, le rôle de l'équipe, c'est de faire venir de nouveaux clients sur notre site et de créer des parcours les plus fluides possibles pour qu'ils convertissent le mieux. Voilà. Bayard. Fallait que tu prennes le micro. Le périmètre de Bayard, c'est du digital. Donc, on fait à peu près 300 000 abonnements par an sur la marque juste Bayard Jeunesse, sur le web. Donc, c'est à peu près un peu plus de 50% des abonnements globaux. Après, les autres gens vont s'abonner au téléphone ou encore en papier. Il y a encore beaucoup d'abonnements papier. Mais c'est une part qui augmente tous les ans. Et donc, nous, en fait, c'est vrai qu'on a une clientèle qui est très, très fidèle parce que les abonnements, les gens s'abonnent un peu de génération en génération. Mais du coup, on s'est donné comme objectif d'aller chercher plus de nouvelles familles, en fait, il y a 2 ans. Et donc, pour ça, on a commencé à développer beaucoup plus les campagnes d'acquisition, notamment payantes. Et donc aujourd'hui, on a un mix de leviers payants qui va bien sûr le search, donc le SIA, avec plusieurs types de campagnes, de typologie de campagnes et des campagnes évidemment, aussi les campagnes shopping. On fait de l'affiliation, on fait pas mal de social. Et là aussi, on va sur différentes plateformes. Donc on était sur Facebook, aujourd'hui on est sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube. Et là, on est en train de travailler pour commencer TikTok. Et puis en display, on travaille pas mal d'inventaires. Donc on n'avait qu'un partenaire et puis là on multiplie un peu les inventaires et les tests. Donc voilà. Donc en fait, on a un périmètre, si vous voulez, au niveau de l'acquisition qui se développe et qui fait qu'on multiplie les campagnes, les tests et pour aller chercher plus de clients, pour avoir en fait une présence sur le digital qui soit plus forte. Et quand vous faites des campagnes, quels sont vos facteurs clés de succès qui font que la performance de vos campagnes sont efficaces? Alors, donc, ça, c'est la question. Donc, les facteurs clés de succès. Bon, alors, il n'y a pas de... Enfin, c'est difficile de répondre, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors, la première, c'est on dit toujours qu'il faut bien définir son objectif, et ça, j'ai mis du temps à comprendre. Parce que en fait, au final, on veut toujours l'objectif, c'est de créer. Enfin, pour nous, c'est d'avoir des abonnements. Mais en fait, c'est vrai que la manière dont vont travailler les algorithmes font que si on définit un objectif par rapport à une vente ou un abonnement, l'algorithme il va être plus restreint parce qu'il va aller chercher des gens moins loin. Si on dit qu'on veut du trafic, l'algorithme il va en fait aller chercher des personnes un peu plus loin et donc peut-être plus loin de votre cible, mais ça va vous permettre après avec un bon dispositif de retargeting de vraiment arriver à avoir une présence peut-être plus large. Donc après, quand on définit un trafic, des KPI au trafic, il faut bien faire attention par contre
à aller vérifier que le trafic est à peu près qualifié, qu'on n'est pas sur des taux de rebond à 90% ou que les gens restent un peu sur la cible. Mais c'est vrai que cette histoire de définition du trafic, je trouve que... Enfin, j'ai mis du temps à bien... Parce qu'en fait, c'est vrai, le but, c'est toujours à la fin de faire des ventes. Hein, mais il faut bien se donner... ça permet en fait de faire travailler les algorithmes différemment. Et nous, on l'a vu sur Facebook, où on avait un objectif de plutôt... un objectif d'abonnement et en fait on a ouvert un objectif de trafic, on a vraiment réussi à avoir plus de volume et donc du coup à avoir des campagnes performantes. La deuxième chose, c'est le ciblage. Donc si on parle le ciblage, je ne sais pas si vous faites des campagnes display ou sociales, mais c'est vrai que les campagnes en display, on avait été pas mal freiné par la RGPD. Qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de mal à aller chercher les gens avec des algorithmes en data. Donc du coup, on fait la moitié de notre display aujourd'hui en contextuel et ça marche bien. Donc le contextuel, c'est quoi? Ça veut dire que l'algorithme va aller chercher des mots-clés et va aller, par rapport à des mots-clés, aller cibler sur des pages sur lesquelles il y a ces mots-clés. Et en fait, ça performe aussi bien, pour nous en tout cas, que le ciblage traditionnel qu'on avait avec la data. Et puis sur du Facebook, aujourd'hui on fait beaucoup de lookalike de nos bases, de lookalike de nos fans et des interactions de nos fans, et puis des ciblages par centre d'intérêt. Donc ça marche bien. Donc ça c'est les deux premiers. Après on a un troisième qui va être de réfléchir au message. Donc ça c'est pareil, ça paraît toujours un peu bête, parce que forcément, il faut bien se dire que le message doit être cohérent. Mais en fait, je pense que c'est vrai que en fonction du typologie de campagne, on va avoir des messages qui sont différents. Si vous êtes dans votre haut de funnel, que vous allez chercher des gens, que vous êtes juste là pour la découverte, c'est pas la peine de mettre peut-être un prix ou de mettre. En fait, il y a des éléments déclencheurs qui vont être différents parce que vous allez être plus sur la notoriété, sur de l'image de marque. Si on est sur une campagne en bas de tunnel, donc en retargeting, là, il faut trouver quels sont les éléments déclencheurs. Donc, ça peut être de créer de l'urgence, ça peut être de mettre un prix attractif, ça peut être de mettre un cadeau, qu'il y a une surprise. Donc, du coup, en fonction, c'est vraiment de savoir, de pas avoir les mêmes. On peut pas avoir, je pense, les mêmes messages en fonction des cibles. Et en fonction de là où vous êtes dans le tunnel et de l'objectif de votre campagne. Et enfin, le dernier, je pense que c'est de travailler les créas. Donc les créas, en fait, nous, on s'est fixé plusieurs... c'est compliqué parce que c'est pareil, il n'y a pas non plus de choses magiques. Hein. Mais je pense qu'il y a plusieurs points, moi, que j'essaie de retenir. Le premier, c'est de se dire qu'il faut essayer de ne pas... sur des petits formats comme ça, de ne pas vouloir mettre tout. Donc, de se dire que, en fait, ce qui est important, finalement, c'est de se dire il y a une page d'atterrissage qui va donner plein d'éléments. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut prioriser sur notre display ou sur notre campagne sociale? Et puis, en plus, en social, il y a aussi un petit texte au-dessus qui permet de compléter. Vous savez qu'avant, sur Facebook, il y avait 20%, vous savez, c'était 20 ou 30%, je crois, des créas. Enfin, il devait y avoir que 20% du texte sur la créa. Donc, du coup, ça nous obligeait à aller à l'essentiel, et puis ils ont enlevé cette règle, et puis on s'est rendu compte que du coup on met beaucoup plus de texte, et en fait c'est pas une bonne idée, je pense que c'était une bonne contrainte, donc on essaie de revenir à ça. Le deuxième point, c'est d'essayer quand on fait toutes nos créas, de partir des formats les plus petits, parce que c'est toujours plus facile de rajouter que d'enlever des éléments. Donc nous on essaie vraiment de travailler les formats mobiles notamment en premier. Et puis de penser aussi votre cible. Hein, vous n'allez peut-être pas utiliser le même type de typo. Nous, on a pas mal de grands-parents dans notre cible parce qu'il y a beaucoup de gens de grands-parents qui offrent des abonnements à J'aime lire à leurs petits-enfants. Donc, on essaie de ne pas avoir des créas avec des typologies toutes petites. Voilà. On fait des campagnes pour les jeunes parents. On ne va pas forcément non plus avoir peut-être le même rythme de... Par exemple, si on fait des vidéos, on peut peut-être se permettre d'être sur un rythme un peu plus élevé. Voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je m'étais noté sur les. Enfin, voilà, c'est nos convictions aujourd'hui. Hein, après, c'est. En termes de. Donc là, tu as abordé les clés de succès, les éléments. Sur les créas, qu'est-ce que cela a créé comme défi de
tous ces tests, toutes ces créations, toutes ces campagnes, tous ces canaux qui se diversifient entre le display et le social. En termes de création, quels ont été les défis créés en interne ou en externe? Alors, donc nous, donc c'est vrai que nous, on n'est pas organisé avec des graphistes en interne. Donc du coup, on a une équipe qui s'occupe de la production, qui va de tout le matériel marketing, qui va être, qui va pas, c'est pas des personnes qui sont graphistes. Et donc du coup, ces personnes-là, on avait besoin, en fait, aujourd'hui, enfin, elles briefaient en fait des agences ou des freelances. Et donc moi, en tant que marketeur, j'avais un problème, c'est que chaque fois que j'arrivais avec un nouveau test, on me disait ah non mais c'est pas possible, l'agence ils ont pas le temps. Enfin, donc en fait finalement je trouvais que c'était, parce que je pense que le test est hyper important dans toute l'acquisition, dans nos métiers. Et donc du coup j'étais contrainte par finalement la logistique et la technique. Donc du coup le défi finalement c'était quoi? C'était de se dire comment on va faire pour pouvoir internaliser ou en tout cas être plus agile. Pour pouvoir ne pas dépendre d'agences ou d'un freelance tout le temps, pour avoir aussi une sorte de fiabilité, parce que en fait, quand c'est des agences qui font, en fait, on est passé de, je sais pas, il y a 3 ans ou 4 ans, quand on faisait des briefs à la production, on avait 15 formats. Aujourd'hui, on en a parfois 60. Donc en fait, la personne qui est à la production, elle passe son temps. Quand elle recevait des agences, il fallait qu'elle vérifie que les contraintes soient respectées, parce que chaque inventaire a ses contraintes. Le nombre de, par exemple, ça va être le poids, le nombre de, vous savez, entre les temps d'écran, le nombre de secondes qu'il y a entre les temps d'écran dans les displays, etc. Et donc du coup, son métier c'est du contrôle, mais c'était pas très fiable en fait, parce que du coup il fallait chaque fois revenir vers l'agence, etc. Donc il y avait le problème de la réactivité et le problème de la fiabilité. Et donc du coup c'est comme ça qu'on en est arrivé à Brand Deployed, c'est-à-dire que pour résoudre ce problème, finalement on a utilisé la solution Brand Deployed qui nous permet d'internaliser, en tout cas de travailler nous-mêmes toute la déclinaison de tous ces formats. Et donc du coup c'est vrai que ça nous a permis de gagner en réactivité et en agilité, et puis même en stress, parce que du coup, moi maintenant, quand je rencontre un nouveau fournisseur et que je veux faire des nouveaux formats ou de nouvelles créas, j'ai plus la barrière de me dire ah non mais là on n'a pas le temps. Voilà. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Donc c'est une équipe interne, l'équivalent d'une Content Factory, qui est en charge de décliner les campagnes bannières d'une créa master faite par une agence externe. Donc la créa originale, par exemple, qui est celle-ci, avec de nouvelles créas, de nouveaux catalogues, de nouvelles accroches, eh bien, ils doivent la décliner sur 50, 60 formats, avec un temps donc très important. Donc l'objectif, c'était de leur faire gagner du temps, de leur faire gagner beaucoup de temps, parce qu'elles passaient 3 jours par campagne, presque une semaine par mois, à décliner tout ça, et qu'elles puissent le faire sans faire appel à des freelances. Donc il y avait aussi un enjeu d'argent, mais c'était surtout du temps et de la réactivité, de l'agilité. Donc là, je vais vous montrer en quelques donc là en fait on est sur une campagne GIF, donc ils sortent des vidéos, des PNG, des GIF, des JPEG, avec des éléments, donc 2 séquences là, donc ils ont défini des campagnes modèles avec 2 séquences et de nombreux formats comme ceci, avec aussi, si on est bien toujours connecté, une configuration d'export où on va définir sur chacun des éléments, est-ce que j'ai besoin d'un GIF, d'une image, peut-être des deux, des contraintes de poids, des contraintes de temps, et donc on paramètre l'ensemble de la campagne, l'ensemble des 60 formats, pour que d'une créa master, en 2 heures, elle puisse décliner ça sur les 60 éléments. Et donc une fois que j'ai configuré cette campagne modèle, après la personne n'a plus qu'à remplacer des choses et aller choisir avec des tags de tous les fonds qui ont été déjà créés par des agences externes, des graphistes, et de pouvoir aller récupérer différents fonds, et après ça va se changer sur l'ensemble des créas,
sur l'ensemble des créas de l'ensemble de séquences. C'est-à-dire que tout est synchronisé entre une séquence, une deuxième séquence, entre toutes les différentes tailles. Et puis je vais pouvoir changer mes albums, puisque chaque mois je vais mettre les couvertures récentes. Je vais pouvoir faire des tests de couleurs d'accroche entre je m'abonne, go, à votre lecture. Donc on va pouvoir très facilement faire de l'A/B testing de campagne. Donc on donne via cette plateforme, donc la personne donc, en charge de ces créations, de cette Content Factory, elle va pouvoir créer ses campagnes, et s'il y a des demandes de last minute de la personne, elle va être en mesure en 5 minutes de compléter la campagne avec un nouveau format. Donc elle est beaucoup plus zen, elle gagne du temps, et elle a plus de temps pour pouvoir gérer tous ces éléments-là, ce qui fait qu'elle exporte directement son dossier, elle l'envoie à l'agence de médiatisation. Donc ça c'est l'élément clé. Oups. C'est l'élément clé. Donc là, c'était sur les campagnes display, donc qui permettaient de faire des campagnes display et tout ce qui est réseaux sociaux. La deuxième chose après, c'était de se dire en fait, ok, maintenant on a vraiment optimisé les campagnes display. On est capable d'augmenter la performance et on est capable de répondre en agilité pour la création de toutes ces campagnes. Comment on peut améliorer le parcours d'achat de cette campagne display, donc en acquisition, qui viennent à un moment donné sur le site, que ce soit au moment dans le site ou même après pour se réabonner. Donc il s'est posé la question, comment on peut aussi faciliter la création de vidéos, faciliter l'expérience. Donc là, c'était l'enjeu de l'usage. C'est vrai que, vous voyez dans toutes les conférences, ça fait même plusieurs années que la vidéo devient hyper importante. Donc pour nous, il y avait 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est le premier test qu'on a fait avec Brand Deploy, c'est vraiment des petites vidéos pour les FAQ. Pour aider nos clients à être plus en self-care. Donc on a fait un template. Vous allez voir là. Et en fait, l'idée, c'est qu'une fois que le template est validé, on va pouvoir réutiliser ce template pour faire plein d'autres créas, d'autres problématiques. Donc ça peut être là, c'est pour le rabonnement, ça peut être changer ma carte sur le compte client, ça peut être, je sais pas moi, comment accéder à voir quand est-ce que mon abonnement va se terminer, etc. Donc du coup, on a vraiment ce template et du coup, on va pouvoir faire nous-mêmes plein de vidéos qui nous servent pour les FAQ. Le deuxième enjeu pour nous... peut-être on va regarder la première vidéo. Et là, en fait, on valide... après, on pourra faire nous-mêmes un peu les mêmes choses. Vous illustrer comment c'est fait, l'idée c'est vraiment de créer un template pour un cas d'usage donné. Là, on est dans le cas d'usage de la vidéo FAQ sur le site pour guider l'utilisateur. Mais l'enjeu, c'est de permettre à un non-graphiste de pouvoir le créer facilement, sans compétences graphiques, dans une charte donnée qui ait une cohérence d'expression, une cohérence de marque, et qui puisse le faire. Et donc là, on est sur différentes séquences qui ont été travaillées, une intro, une outro, et puis la personne fait une captation de son écran et va pouvoir après refaire des focus avec des gros plans, des informations, et donc ça en une demi-heure, 1 heure, il va faire sa vidéo 30 secondes, 45 secondes, et il va pouvoir après faire les 5-10 vidéos assez rapidement. Voilà. Et le deuxième enjeu sur la vidéo, c'est pour l'acquisition. Donc nous, en fait, on a beaucoup de formats vidéo qui sont faits plutôt par les rédacs. On a beaucoup de contenus vidéo et en fait, on a du mal à les utiliser parce que chaque fois, c'est toujours trop long, c'est pas assez commercial, etc. Et donc en fait, on cherchait un outil pour
pour arriver en fait à utiliser notre matériel vidéo, en faire des montages et puis pouvoir pareil changer rapidement le CTA, le début, la fin, tester un format plus court, un format plus long. Et en fait cette réactivité c'est vraiment comme avec les bannières, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est trop long. On fait des allers-retours qui prennent trop de temps avec les gens, alors qu'en fait, si c'est fait en interne facilement, une fois qu'on a défini un template, ça va vraiment nous aider. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est en train d'avancer sur ce deuxième projet, du coup, avec Brand Deploy. Est-ce que vous avez des questions? Là, c'est donc le logiciel Brand Deploy. Voilà, donc là c'est une plateforme en ligne qui est dans le navigateur et qui permet à l'ensemble des équipes internes, qu'elles soient à Paris, d'accéder à l'ensemble des contenus qui sont gérés par une organisation, du nommage, des métadonnées, des tags, qui permet de retrouver et les sources, un peu comme un DAM, un peu comme une médiathèque, et puis l'ensemble des contenus enrichis. Et tout le monde peut les éditer. Donc on n'a plus besoin... On a besoin d'un graphiste pour créer la charte, mais on n'a pas besoin d'être graphiste pour pouvoir la décliner et créer des contenus complémentaires. Et tous les formats sont pensés pour que quelqu'un puisse y arriver, un marketeur puisse y arriver, un communicant, sans être un graphiste et un expert Photoshop ou After Effects. De Brand Deploy, donc c'est le logiciel, et voilà, donc c'est une plateforme en ligne qui permet de créer. Donc là, la manière dont ça a été fait, c'est qu'on a pris un graphiste pour créer la charte qui a été créée dans la plateforme, et puis après les communicants, donc les chargés de production dans la Content Factory de Bayard, peuvent eux-mêmes créer, réadapter la vidéo. Donc tout est pensé pour qu'ils puissent y arriver facilement, avec une cohérence. Donc il y a des choix de musique aussi, donc ils vont choisir parmi 4 musiques qui ont été présélectionnées et adaptées à la marque. Exactement. On est dans le même esprit de faciliter la création. Et quand je fais un site internet, je peux le faire moi-même, mais j'ai quand même besoin de créer à la base qui soit très belle. Donc là, j'ai besoin d'un graphiste. Donc l'enjeu, c'est de garder la créativité au niveau du graphiste, hein. Mais la déclinaison de cette créativité sur l'ensemble des points de contact, que ce soit réseaux sociaux, bannières, que ce soit son site, ça, il y en a tellement de besoin de volume de contenu que c'est de le déléguer à d'autres personnes qui sont plus près de ça. Et c'est le même enjeu à l'international. C'est-à-dire que dans d'autres clients, et on réfléchit avec Bayard, c'est de pouvoir permettre à l'international de pouvoir récupérer des contenus et pouvoir les traduire en un clic. J'envoie une plateforme de traduction, des traducteurs traduisent, et c'est réintégré automatiquement. Et je peux changer quelque chose parce que j'ai besoin de changer une image. Donc on facilite ce déploiement à l'international de manière cohérente face à un défi. Nos clients, donc on a Bayard, mais on a aussi des clients comme le groupe Seb, comme Nux, comme Béaba, qui vont pouvoir vraiment faciliter ce déploiement de contenu, l'activation de leur marque, non seulement en France, mais aussi dans tous les pays dans lesquels ils sont présents. Mais en fait, si on fait le calcul, sur du display, on a déjà 9 ou 10 formats IAB. Après, on a tous les formats en Native Ads, on en fait pas mal, donc on en a eu 8 ou 9, je crois. Et après, en social, en fait, chaque fois, donc sur Facebook, on a des PPL, des collections, on a des GIFs et des pages GIFs. Donc en fait, et puis après, on fait du Pinterest, on fait de l'Instagram. Et c'est vrai que moi-même, quand j'ai vu le nombre de formats l'autre jour, c'est vrai qu'il y en a énormément. Mais on va faire, par exemple, un kit qui va être on va un peu changer la créa. Si on est sur du remarketing ou de la prospection, on va mettre. Donc du coup, c'est. Mais c'est vrai que c'est assez. Non, parce que là, on rentre dans les contraintes que nous donnent les plateformes
de médiatisation. Donc, c'est-à-dire que nous, notre partenaire, il nous dit il faut tous ces formats. Et en fait, on sait qu'il y en a certains qui marchent, qui sont peu diffusés. Mais en fait, le deal, c'est qu'on en donne tous et que voilà, après en retargeting, on va être peut-être sur des plus petits formats, etc. Mais non, c'est... Ben, en fait, ça fait longtemps, ça fait 4 ans qu'on travaille comme ça, mais là, par exemple, cette année, on travaille maintenant sur Le Bon Coin. On fait de la pub sur Le Bon Coin, et sur Le Bon Coin, ils demandent de nouveaux formats. Après, là, on est en train aussi de travailler avec un autre prestat qui demande d'autres formats. Donc, chaque fois, il y a des petits formats spécifiques, et donc c'est ça qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, on multiplie ce qu'on appelle les kits, quoi. Donc ça, c'est l'expérience Bayard sur le display, où il y a une forte enjeu de volume, de déclinaison, qui a un cas, on va dire, qui a un cas d'usage. Mais beaucoup de marques sont des marques internationales où d'autres enjeux sont autour du e-retail. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Amazon aux États-Unis, toutes les fiches produits sont avec des images enrichies en texte pour expliquer les bénéfices du produit. Dans ses dimensions, dans le litrage, c'est pour 5 personnes. Et donc tous ces contenus, il faut créer des images, les enrichir en texte, les décliner et après les décliner, les traduire, les internationaliser sur des images, mais aussi des grandes bannières. Donc pour chaque boulanger, Darty, Carrefour, Leclerc, il faut créer tous ces contenus. Et c'est des contenus assez simples, qui ne nécessitent pas obligatoirement, il faut à la base un bon photographe pour faire des belles ou des bonnes images 3D. Et après, il faut raconter les bons messages. Et donc ça ne nécessite pas obligatoirement d'un graphiste. Donc il faut travailler, il faut créer cette organisation, ces process qui font faire que le graphiste va travailler efficacement avec le marketeur qui connaît les messages et tous les acteurs de cette chaîne créative qui vont faire que les plateformes de traduction vont être intégrées automatiquement pour que les traducteurs, leurs traductions soient intégrées directement, qu'on puisse se connecter à Facebook potentiellement directement ou se connecter à l'ensemble des outils informatiques. Donc c'est à cet enjeu-là que nous on répond avec Bayard sur les déclinaisons, mais avec toutes ces marques-là pour l'international où Leclerc c'est sur la médiatisation locale où on permet aux hypermarchés Leclerc de pouvoir créer des campagnes locales adaptées localement où le message est différent et les médiatiser directement depuis une appli en partenariat avec Apple. Donc voilà, donc c'est tous ces cas d'usage sur lesquels on répond. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Eh ben merci.